Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com et aujourd'hui, grâce à Photoshola.com, enfin je vais pouvoir te présenter le Fujifilm X-T4. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, merci à Photoshola de m'avoir prêté l'appareil photo. Je devais l'avoir le 19 mars, puis finalement c'était retardé plusieurs fois avec l'histoire du confinement et tout ça. Et enfin, ils me l'ont enfin passé là, donc j'ai pu essayer et voilà, et je te raconter. Alors de cet essai, je sors deux vidéos. L'une, c'est une vidéo approfondie, c'est celle-ci que tu es en train de voir. Et une autre, c'est une comparaison de stabilisation entre le X-T4 et mon Olympus OMD5 Mark II, qui a déjà 5 ans de une technologie d'il y a 5 ans, pour que tu vois un petit peu la différence. Alors, c'est pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, il y en a un effectivement qui est meilleur que l'autre, mais bon, tu verras plus en détail et c'est l'Olympus qui gagne. Je t'avance quand même. Dans cette vidéo, je la mettrai en quelques jours pour que tu puisses la voir. Mais l'important, c'est quand même de dire que Fujifilm continue à être, à mon avis, le meilleur APS-C du marché actuellement, quoi. Voilà. Donc, je vais rentrer dans les détails, je vais te raconter, je vais te passer des photos, je l'ai fait quelques-unes, des vidéos et tout ça, pour que tu vois un petit peu de ce que fait la bête. Et je vais rentrer dans les détails techniques. Alors, je ne vais pas tout raconter parce que la vidéo est durée 4 heures, tu vois. Donc, tu peux aller sur le site web de Fujifilm et là, tu as toutes les spécifications que j'aurais pu oublier. Voilà. Alors comme cet appareil photo c'est l'héritier du X-T3, je te conseille de regarder ma vidéo sur le X-T3 parce qu'il y a plein de choses qui sont communes. Donc si tu avais quelques petits doutes, il y a des trucs que je ne vais pas réexpliquer parce que ça n'a pas changé. Tu vois. Enfin bon, si tu es vraiment intéressé par ce genre d'appareil, je pense que tu vas approfondir les recherches, donc ça vaudrait le coup que tu regardes le X-T3. Alors c'est un capteur format APS-C de 26,1 millions de pixels. Système de nettoyage de capteur ultrasonique. Double carte SD. Alors tu te rends compte qu'en fait cet appareil, même si chez Fuji, ils disaient que le XH1 c'était le top du top, en fait tu te rends compte que comme le XH1 il n'a pas encore eu de remplaçant, peut-être le XH2 on ne sait pas encore, ben ça c'est le top de chez Fuji, quoi. Donc ils ont ce que demandent beaucoup de professionnels, double carte, la construction et tout ça. Donc voilà, double carte SD, ok. Les ISO, parce que beaucoup de gens pour les trucs qui demandent comment ça monte en ISO, on dirait quelquefois que le seul truc important ce sont les ISO et en fait faut pas rigoler, quoi. Il y a d'autres choses intéressantes. Donc je vais te passer des photos que j'ai fait. Alors ça va de 160 à 12 800 ISO natifs et après tu peux forcer à 80, 100, 125, 25 600 et 51 200. Alors moi je trouve que l'ISO jusqu'à 6400 ils sont nickel, 12 800 ils sont vraiment acceptables, hein, un peu de nettoyage mais enfin c'est quand même pas mal. Donc je pense que là, sauf si on compare avec Sony, qui est un monde à part au niveau des ISO, ben, enfin il y a plein de trucs, les ISO c'est pas que ça, quoi. Il y a d'autres choses importantes. Donc je pense que Fuji se bat très bien sur les ISO. Je pense que celui qui veut tirer vers le haut, il n'a pas trop de problèmes. La nouvelle bête sur ce X-T4, c'est la stabilisation. Alors beaucoup de gens l'attendaient au virage, moi le premier. Beaucoup de gens auraient voulu le voir sur l'X-T3, dont moi, et donc j'étais vraiment impatient de voir la stabilisation. Alors c'est une stabilisation 5 axes qui en principe stabilise 6,5 diaphragme, 6,5 stop. Alors oui, mais avec des conditions. D'abord, c'est sur 18 des 29 objectifs de Fuji où ils arrivent à une stabilisation de 6,5 stop. Sur le reste, c'est un peu moins, entre 5 et 6. Ok. De plus, c'est une stabilisation dans le boîtier, mais si ton objectif est stabilisé, ça fait une combinaison. Ça fait les deux en même temps. Et si tu n'as pas un objectif stabilisé, ben c'est seulement le boîtier. Okay, et en vidéo, en plus, si la stabilisation ne te semblait pas suffisante, tu as une stabilisation électronique. Mais là, ça te fait une recoupe de 1,25, tu perds. Okay, donc ça fait une recoupe pour stabiliser la vidéo. Donc moi, je ne suis pas pour ces stabilisations électroniques, mais plutôt sur la stabilisation mécanique. Alors, la stabilisation, bon, si je suis sincère, c'est dur d'être sincère. Elle est bonne. C'est une bonne stabilisation. Mais sans vouloir faire une comparaison avec la gamme Olympus, quand tu vois Olympus, éteins la lumière, là, il balaye tout le monde. Donc en vidéo, c'est pas trop mal, mais
sans comparer avec Olympus. Si tu compares avec les autres, c'est nickel. En photo, tu peux vraiment descendre pas mal et la photo n'est pas bougée. Donc, je pense qu'ils ont fait un bon boulot de stabilisation, mais c'est pas au niveau de ce que moi j'attendais. Voilà. Alors là, je vais marcher sur ce sol rocailleux, là, pour donner une petite idée. En haut à droite, tu vois, j'ai une petite vidéo qui te montre comment elles sont solidarisées, les deux appareils. En haut, donc, j'ai le XT4 et en bas, l'Olympus OMD M5 Mark II. Donc là, c'est une situation un peu extrême. Normalement, c'est rare de marcher sur un truc comme ça, mais tu vois vraiment la différence de stabilisation entre l'un et l'autre. Là, j'arrive en haut, je vais faire demi-tour et je vais faire la descente. Mais je pense que les résultats sont assez impressionnants, la différence. Donc là, je redescends par là. Je marche, je fais attention à ne pas tomber. Et donc là, bien qu'ils sont solidarisés les deux appareils, je tiens un dans chaque main pour qu'il n'y ait pas un effet de balancier ou que ça ne fasse pas vibrer l'une plus que l'autre. Donc elles sont vraiment bien tenues les deux, hein, une dans chaque main et soudées avec une vis dans le truc de trépied et l'autre rentre sur la griffe de flash. C'est une petite vis exprès que j'ai pour ça, quoi. Mais ça donne quand même une idée là. Et là, je marche sans vraiment faire attention, tu vois. Je marche pas terrible, quoi. La vitesse, eh bien ça va depuis alors double obturateur, comme j'avais expliqué sur la revue du XT200. L'obturateur mécanique, ça fait de 30 secondes jusqu'à 1,8 millième de seconde et un temps bulbe de 60 minutes. Mais tu as aussi un obturateur électronique qui va de 30 secondes jusqu'à 1,32 millième de seconde. Alors j'avais expliqué dans l'autre vidéo pourquoi il y avait mécanique, électronique et tout ça. Ok. Donc bon, des temps habituels, jusqu'à 1 millième de seconde, c'est ce qu'attendent les professionnels, donc c'est nickel. Synchronisation flash. Alors la synchro se fait à 1/250e, mais toi tu as la griffe flash qui est là, ok, je remets la protection. Comme toutes les hauts de gamme, il n'y a pas de flash intégré, parce qu'en général les professionnels qui utilisent ce genre d'appareil n'utilisent pas généralement pas les flashs intégrés, donc ça ne les intéresse pas. Donc pour faire de la place et gagner du poids et gagner du prix et de la marge et tout ça, ils mettent même plus les flashs intégrés. Voilà. Alors le flash, tu peux le synchroniser sur le premier ou le deuxième rideau. Il fait aussi haute synchronisation, évidemment, il supporte le TTL. Voilà. La rafale. Alors rafale, ça va dépendre de l'obturateur que tu veux utiliser. Si tu utilises l'obturateur électronique, tu vas jusqu'à 30 images secondes. Mais là, ça te fait une recoupe de 1,25. Ça recoupe le cadre. Okay. Si tu veux pas de recoupe, c'est 20 images secondes. Et en mécanique, c'est 15 images secondes. Voilà. Donc 15 images secondes, c'est quand même, en obturateur mécanique, c'est quand même pas mal du tout. Je pense qu'on peut faire de la photo d'action sans problème. Déjà, on en faisait avec des vitesses bien inférieures. Donc là, je pense que c'est quand même pas mal. Et puis après, ils ont un truc, c'est le système pré-shoot, je ne sais pas comment on dit en français, ok, voilà, c'est comme le Pro Capture qui est sur l'Impulse en fait. Quand tu appuies à mi-gaz, voilà, ça commence à faire des photos et quand tu finis d'appuyer, là, ça finit la rafale, ok. Ça veut dire qu'au moment d'action, par exemple, un footballeur qui arrive, tu vois, il va mettre un but, tu le suis, hop, tu commences à appuyer à mi-gaz, ça fait déjà 20 photos, ça garde les dernières 20 photos, ok. Et quand tu appuies définitivement, ça en fait 20 de plus, mais attention, ça c'est un obturateur électronique, et dans ce cas-là, ça te fait une recoupe de 1,25, donc c'est à savoir, c'est-à-dire que faut que tu le saches, que tu as recoupé ta photo, donc tu vas perdre de la résolution. Donc en fonction de l'objectif que tu utilises, ça va aussi peut-être que après tu auras un manque d'espace ou peu importe, mais tu dois le savoir. Enfin, je te dis la vérité, c'est ce qu'il y a. Voilà. Bracketing. Alors bracketing, tu sais, c'est quand tu appuies, ça fait plusieurs photos avec différentes configurations. Alors chez Fuji, ils sont assez complets en bracketing. Bracketing d'exposition de 2, 3, 5, 7 et 9 diaphragmes. Donc tu indiques et ça va te faire le nombre de photos suffisant pour après avoir vraiment celle qui a l'exposition idéale, ou après tu peux, si sur un trépied, parfaitement et rien à bouger, tu peux les faire les utiliser en couche, en calque sur Photoshop et regarder les meilleures zones d'exposition, voilà. Alors, tu as les bracketing de film, tu sais peut-être pas, mais enfin j'ai déjà dit 100 fois, Fujifilm a des profils de couleurs qui correspondent à ces films argentiques, le Velvia, le Provia, le Fuchsia, j'allais dire, non, le Fuchsia, non, l'Astia et tout ça. Donc tu peux aussi faire un choix de 3 films différents, donc il va faire un bracketing avec 3 looks, ok.
Bracketing de rang dynamique de 100, 200 et 400%. Bracketing de balance des blancs, équilibre des blancs. Bracketing de focus, c'est-à-dire que focus stacking, je fais une photo, tu vois, d'un objet, alors normalement tu mets ça sous le trépied, et il va déplacer le point faire plusieurs photos en déplaçant le point d'autofocus, le point de mise au point, l'endroit de mise au point. Et après, il va coupler toutes les photos pour avoir une plus grande profondeur de champ. Alors ça s'utilise énormément en macro quand tu veux pas qu'il y ait seulement la pointe de la patte de la mouche qui soit nette. Tu veux voir toute la mouche. Eh bien, tu veux que le point d'autofocus se déplace. Voilà. Donc ça, ce sont les 5 bracketing qu'ils nous proposent. Le système d'autofocus, alors, ou de mise au point, voilà. Donc en autofocus, tu as le simple et le continu. Bon, ça c'est habituel. Alors, il y a plein de fonctions. Alors ça, tu peux regarder ma vidéo de XT3 pour voir toutes les explications parce que ça n'a pas changé. Voilà. La mise au point manuelle, évidemment. Alors le système d'autofocus, c'est par contraste et détection de phase, donc c'est hyper complet. Moi, je pense qu'il marche très très bien, le système d'autofocus. Pas de discussion là-dessus. Après, tu as détection d'œil et de visage. Alors ça, c'était déjà sur l'XT3 et l'XT30. Là, je te montre, j'ai fait un essai avec ma fille Pino qui en plus bouge énormément. Ahí, a ver el ojo, a ver el ojito, está grabando ahí. Mira por aquí, Pino, Pino, mira papá. Muy bien, ahora mira papá otra vez. Ça fait aussi du time-lapse, donc il y a des gens qui aiment ça pour faire du time-lapse. Le viseur. Alors, le viseur, tu as l'ajustement des dioptries qui est bien placé, qui en fait, il est là, mais il a un lock. Et c'est bien, parce que souvent, moi je vois même sur mon appareil, par erreur, sans faire gaffe, qui touche, et puis d'un coup tu vois pas bien, tu dis qu'est-ce qui se passe là, ça a touché la correction de dioptrie. Bon là, il est bloqué, c'est bien. L'écran, alors l'écran, regarde, hop, Fuji se lance vraiment dans l'écran style vlogging pour pouvoir te voir quand tu fais. Alors c'est un 3.2, c'est pas un 6.9 comme sur le XT200, c'est un 3.2, complètement tactile, donc vraiment nickel. Tiens, je te montre un petit essai vlogging que j'ai fait avec ma fille Pino, voilà. Alors, un petit essai vlogging avec Pino. Hola Pino, hola. Alors, pour faire les essais, voir comment ça marche. Bon, ça a l'air d'aller. Voilà, le son que tu entends, c'est le son du micro directement. Alors, vidéo. Beaucoup de gens se plaignaient avant le XT30 et le XT3 que Fuji est un petit peu largué en vidéo. Voilà, est un peu en retard. Donc là, sur le XT30 et le XT3, ils ont fait vraiment un grand saut en mettant des nouvelles fonctions. Et là, sur le XT4, eh bien, ils ont poussé encore un petit peu plus. Maintenant, comme tu vois, regarde, hop, je ne sais pas si tu vois, il y a, là, tu vois là, ok, il y a un profil vidéo et un profil photo. Donc, tu utilises ton appareil comme appareil de vidéo ou comme appareil photo avec des menus complètement séparés. Donc, c'est vraiment pensé pour, maintenant, je vais faire une vidéo, tu te mets là. D'ailleurs, après, c'est le même déclencheur, mais tu as vraiment séparé, quoi. Donc, à mon avis, ça, c'est un bon choix. C'est un bon choix pour vraiment, quand tu sautes d'une chose à l'autre, tu n'as pas à reconfigurer rien. Simplement, où tu es en vidéo, tu as une configuration, ou tu es en photo, il y en a un autre, mais tu n'as pas touché d'autres boutons qui ont dérangé un truc ou un autre et tout ça. Donc c'est bien que ça soit séparé. Voilà. Alors, ça supporte les logs, c'est-à-dire les profils plats de vidéo pour après faire la colorimétrie en post-production. Les formats supportés. Alors, le 4K cinéma, qui est un peu plus apaisé, comme on dit, un peu plus large, voilà, on va parler en français, un peu plus large, voilà. Alors, il fait 60, 50, 30, 25 et 24 images secondes, avec un temps maximum à 60 et 50 images secondes de 20 minutes d'enregistrement continu, et en 30, 25 et 24 de 30 minutes en enregistrement continu. Mais attention, en 60 et en 50 images secondes, il te fait une recoupe, un crop de 1,10 je crois. Okay, donc c'est important de le savoir, que ça va te recouper. Voilà. Après, tu as le 4K normal, donc il n'est pas aussi large. Il fait 60, 50, 30, 25, 24 images secondes. Pareil, un crop sur 60 et 50 images secondes. Et un temps maximum d'enregistrement continu de 20 minutes en 60 et 50 et de 30 minutes en 30, 25, 24. Voilà. En Full HD, il nous fait un Full HD ciné, donc qui est plus large, qui fait 60, 50, 30, 25 et 24 images secondes avec un temps maximum d'enregistrement de 30 minutes en continu. Et un Full HD, le classique, de 60, 50, 30, 25, 24, qui a aussi un top de 30 minutes d'enregistrement continu. Et après un Full HD de haute, pour faire de la caméra lente, donc de haute vitesse. C'est marrant, je dis caméra lente, haute vitesse, mais c'est comme ça. Donc de 240 images par seconde et 120 images par seconde. Dans les deux cas, limité à 3 minutes d'enregistrement continu. Alors, ça, je crois que c'est important de souligner ça. Parce que beaucoup de gens veulent faire aussi de la vidéo et ont besoin d'un temps d'enregistrement long.
Alors, qu'est-ce qui se passe au bout de 20 ou 30 minutes suivant la configuration? Eh bien, ça s'arrête d'enregistrer. Il faut que tu rappuies sur le bouton pour continuer. Donc, si tu fais de la vidéo, même tu es toute la journée en train de faire de la vidéo, mais c'est des prises de 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 10 minutes, ça ne va pas te déranger. Mais si ton idée, c'est par exemple, tu es en train de faire un reportage de mariage et tu laisses un X-T4 tout seul en train d'enregistrer un plan général pendant tout le mariage et tu ne veux même pas t'en occuper, même pas t'approcher pour voir ce qui se passe, eh bien c'est un problème parce qu'à 30 minutes ou à 20 minutes, si tu es en 4K, si tu es en 4K 60 et 50 images secondes, eh bien, ce qui n'est pas habituel dans ce genre de vidéo de toute façon, eh bien, s'il n'y a personne pour appuyer sur le bouton, ben, ça va arrêter d'enregistrer, donc ça peut être un problème. Donc je pense que c'est important que les gens le sachent, que la vidéo est super, mais il y a ses limites. Alors ces limites, pourquoi sont-elles là? Mais avant, c'est limité à 30 minutes parce qu'il y avait un impôt en Europe et donc après les constructeurs faisaient ça pour le monde entier. Si c'était plus de 30 minutes, c'est considéré comme appareil de vidéo et non pas de photo et donc il y avait un impôt supplémentaire. Mais depuis le 1er janvier 2019, ça n'existe plus cet impôt, donc il n'y a plus de limite. Donc il y a Panasonic, Sony sur certains appareils qui ont viré cette limite. Mais là, ils l'ont conservée. Pourquoi certains conservent cette limite? Pour une raison toute simple. Pour éviter le surchauffement, je ne sais pas comment on dit, quand ça surchauffe, voilà, des capteurs, donc ça t'oblige à arrêter. Voilà. Et ça, c'est bien parce que ça évite de fatiguer le capteur, mal parce que tu avais peut-être besoin d'un temps plus long. Donc c'est important que tu le saches. Revenons aux simulations de films argentiques. Alors il y a 18 simulations de films, le XT200 que j'avais présenté avait 11, là c'est à 18, donc tout ce que tu peux imaginer des films classiques Fuji. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais ta photo en JPEG, eh ben, ça met le profil de couleur qui correspond, puis tu as ton JPEG et puis c'est bon, puis ok, c'est fait. Si tu travailles en RAW, quand tu vas ouvrir le RAW, suivant le programme que tu l'ouvres, eh bien, tu vas perdre ce profil. Ok, donc si tu fais RAW plus JPEG, sur le JPEG tu l'as, sur le RAW non. Par contre, là encore, ils incluent gratuitement une version de Capture One pour Fujifilm, qui est une version limitée, mais qui a tout ce dont tu as besoin pour développer un RAW de base de Fujifilm. Et là, je pense que j'ai cru comprendre que ça garde le profil que tu as pu mettre, même si tu es en RAW. Voilà. De toute façon, les JPEG de Fujifilm sont vraiment excellents. Hein. Beaucoup de gens travaillent avec du Fujifilm directement en JPEG. Beaucoup de gens en presse, par exemple, qui n'ont pas le temps de développer les RAW, travaillent en JPEG et ils sont ravis avec les résultats. Voilà. Après, tu as la possibilité de HDR. Alors, HDR, je ne parle pas des couleurs de fou, là, horribles, qui n'ont aucun goût. Je parle du HDR, c'est un haut rang dynamique. C'est-à-dire que normalement, un HDR qui est bien fait, sauf si tu es photographe, tu ne te rends même pas compte que c'est un HDR. C'est-à-dire que si tu le sais, tu dis que c'est pas possible que le nuage il soit bien exposé et puis l'ombre en bas aussi. Donc, il faut savoir. Et là, ça te permet d'augmenter le rang dynamique de 200, 400 et 800%. Voilà. Les filtres avancés, miniature, couleur pop, ces trucs pour faire des effets. Moi, j'utilise jamais ça. Si j'avais besoin d'un truc, je le ferai en post-production. Mais enfin, il y a des gens qui aiment, surtout ceux qui ne veulent pas éditer les photos, ils veulent avoir ça directement. Donc, ça existe, c'est là. Et à mon avis, c'est pas mal. Voilà. Connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Enfin, maintenant, ils ont presque tout ça. USB-C, c'est-à-dire que là, sur les côtés, tu vois, je vois les petites trappes. Voilà, hop, ok, hop. Tu as un USB-C, un micro HDMI, et là, tu as deux jacks. Alors, tu as un jack, c'est pour microphone, un 3,5, donc la taille standard, et un 2,5 qui est pour une télécommande de l'appareil, ok, mais il n'y a pas de prise pour casque. Si tu voulais mettre un écouteur pour contrôler le son, tu dois utiliser l'USB-C. Donc ça, c'est un plus, un moins, parce qu'en fait, si tu étais en train de charger l'appareil pendant que tu l'utilisais avec un power pack ou un truc comme ça, eh bien ton USB-C est occupé, donc tu ne peux pas mettre un contrôle du son. Et c'est justement en général quand tu fais de la vidéo que tu as besoin du contrôle du son, et souvent tu mets un power pack. Donc faut voir. Enfin bon, c'est ce qu'il y a. Voilà, tu as l'information. La batterie, bravo. Enfin. La batterie, ils ont arrivé en utilisation normale à 500 photos sur une seule charge, ce que je demande toujours. Donc après, tu as un mode économie. Dans ce cas-là, tu as 600 photos, jusqu'à 600 photos sur une charge. Donc c'est très bien. En vidéo, en 4K, tu fais 85 minutes. Ta batterie va tenir environ 85 minutes et en Full HD, 95 minutes.
Le poids de l'appareil, 607 grammes. Alors, ce n'est pas un poids léger, mais ce n'est pas non plus très lourd. À mon avis, pour ce genre d'appareil, prestations publiques, le genre d'acheteurs, c'est ce qu'ils attendent, quoi, voilà. La prise en main, il est un peu plus grand que le XT3. La prise en main, à mon avis, est agréable. Tu sens bien l'appareil, ok. Les boutons sont bien placés, complets. Alors, Fuji, tu peux toujours reprogrammer tous les boutons comme tu veux. Et les roues, les molettes, par exemple, elles ont tous une sécurité, un lock, comme tu vois. Et je pense qu'ils ont un appareil qui est bien pensé. Chez Fuji, en général, c'est bien pensé. Alors, il y a toujours un truc qui me déplaît chez Fuji, mais enfin, moi, je vais le dire quand même. Enfin, c'est même plus la peine que je le dise, mais je le dis quand même, pour ceux qui n'ont pas vu d'autres vidéos de ma part. Ils ont fait un truc qui est super beau. Voilà. Alors ça, c'est pas un problème. Je me plains pas. Mais la roue des vitesses, comme tu vois, c'est des entiers. Par exemple, 1000, 2000, 4000, 8000. Et pour les intermédiaires, il faut que tu bouges une roulette ou la molette de devant, celle-là, il y en a une ici, ou derrière, comme tu veux. Tout est programmable. Okay. Mais le problème, c'est quand tu arrives, par exemple, tu es à 125e, et tu voudrais aller à 1 160e. Après, tu as le deuxième tiers, c'est un 180, je ne sais plus, ou un 200e. Ok. Et tu veux ensuite aller à un 250. Eh bien, ta molette, là, elle ne tourne plus. Donc, il faut que tu tournes, retourner à la main pour tourner. Donc, ça, c'est le bazar. Donc, après, finalement, ce que tu fais, tu le mets en mode T. Ici, T. Et toute ta molette, tu fais toutes tes vitesses, tu les gères directement que par la molette. Donc, ça devient, à mon avis, un bouton seulement esthétique, mais plus vraiment pratique. Mais enfin, les fugistes ont l'air d'aimer. Voilà, moi, c'est le seul truc qui m'a toujours... j'ai jamais vraiment compris pourquoi ils n'avaient pas mis les tirs là-dessus. Et au lieu de mettre les numéros, faire comme sur l'Olympus où tu n'as pas de numéro et c'est simplement un truc sans fin, tu vois. Donc voilà, c'est plus simple. Voilà. Après, tu as les ISO ici. Alors, comme tu vois, il y a des petites lettres en rouge, ok, ici et ici. Et après, sur l'objectif, tu as les diaphragmes. Si tu mets A ici, A sur les ISO et A sur les vitesses, tu es complètement automatique. Si tu bouges ton diaphragme, eh bien là, tu es en priorité ouverture, priorité diaphragme, donc ta vitesse reste en automatique et ton ISO aussi. Si tu mets le ISO à un truc fixe, eh ben, tu as les ISO qui sont fixés, mais tu restes avec la vitesse en automatique. Ou l'inverse, tu mets ton objectif en A, tu mets ta vitesse sur ce que tu veux, et puis dans ce cas-là, tu as priorité vitesse. Voilà, bon, tout ça, c'est la manière de Fuji de travailler. Moi, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Alors, tu n'as pas la roue typique de PMSA, voilà. Mais voilà. Moi, je pense que quand tu connais, ça, c'est simple. Et justement, ça te permet de bien décider comment tu vas travailler. Voilà, en priorité vitesse, priorité ouverture, automatique ou en manuel. Voilà, moi, je pense que c'est pas mal. Les boutons, comme toujours, sont bien placés. Oh, une petite touche, hein. Moi, j'aurais inversé ça. Ils ont mis le play pour revoir les photos et la poubelle de ce côté. Moi, je les aurais inversés. Pourquoi ? Parce que tu es en train de regarder là, tu vois, et bon, à mon avis, c'est plus logique d'avoir le play juste sur le côté. Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi ils ont fait comme ça, voilà. Après, tu vois que les molettes, ils ont des sous-fonctions, là. Ici, tu as le type de... ce que tu veux utiliser, voilà, par exemple, le HDR, le mode mise au point simple, le continu lent, le continu élevé, le bracketing, le panoramique, tout ça, bon, tout ça, c'est marqué là, voilà, ok. Donc, ça, c'était pareil sur le XT3. Donc, après, tu as le bouton de compensation que je n'ai pas montré, alors plus 5, moins 5, voilà. Alors, ils sont marqués moins 3, plus 3, mais en fait, c'est plus 5, moins 5, hein, ok, tu peux aller plus, mais sur la roue, ça voilà. Donc, moi, je pense que c'est un super appareil photo. Alors, je vais te dire les pros, les pour et les contre, ok. Alors, les pour, eh bien, il est... tropicalisé. Le poids, le volume me semble tout à fait correct, très bien. L'ergonomie est agréable. L'écran, ça me semble un super écran, vraiment pas mal, tactile, tout ça. La taille, est-ce qu'ils auraient pu mettre 16,9 ? Ben, c'est comme ils ont mis sur l'XT200. Ben oui et non, parce que moi je pense quand même que la priorité de ceux qui utilisent un XT4 ou un XT3, ça reste la photographie. Donc on leur donne un format qui correspond plus à la photo.
La qualité d'image, bon la qualité d'image, moi ça me fait marrer parce qu'il y a plein de gens qui disent alors est-ce que cet appareil va avoir une qualité meilleure que l'autre? De nos jours, il n'y a plus d'appareils photo qui ont une mauvaise qualité d'image, sauf en situation extrême avec des ISO très élevés, des trucs comme ça. Mais dans l'ensemble, tous tournent très bien, tu vois. Donc moi je pense que faut arrêter de se prendre la tête avec ça. La qualité est très similaire sur tous et là, bon bah ça reste impeccable. Hein. Je pense que Fujifilm fait une très bonne qualité d'image. Si c'est notable qu'ils sont des très bons JPEG, donc je pense que c'est pas mal. Autre plus, ben, l'amélioration de la batterie, ben, oui, bravo, parce que là je pense qu'on arrive dans des zones utiles. On n'a plus besoin d'avoir 50 batteries pour faire un mariage, donc là avec quelques-unes ça pourrait aller, c'est pas mal. Très bon, le bruit du déclencheur. Alors si je te le fais, tu ne vas pas te rendre compte parce que tu n'as pas de point de comparaison. Il est 40% moins élevé quand tu déclenches l'obturateur. Alors, moi, je ne m'étais pas rendu compte de l'information technique, 40%, mais en faisant les photos, j'entendais vraiment qu'il faisait vraiment pas beaucoup de bruit, quoi. Alors, je te parle d'obturateur mécanique, en électronique, tu n'entends rien du tout. Mais il est vraiment beaucoup plus silencieux. Donc, je pense que ceux qui font des photos en situation où ils ne doivent pas trop gêner, par exemple un concert, un truc comme ça, et ils ne veulent pas mettre l'obturateur électronique, je pense que c'est pas mal du tout. Là, ils ont bien amélioré. Après, un truc qui ne se voit pas, mais ça confirme l'intention complète de Fuji, c'est l'espérance de vie de l'obturateur, qui passe de 150 000 photos sur le XT3 à 300 000 photos sur le XT4. Et là, on voit qu'ils ont vraiment pensé une machine pour des mecs qui vont vraiment taper dedans, quoi. Le mec qui fait de la photo, le mec qui fait un match de foot ou du mariage, il fait énormément de photos. Match de foot ou sport en général. Hein. Pour beaucoup de gens, sport égale foot. Pour moi, sport égale tout sauf foot. Enfin bon, c'est business le foot. Enfin bon, les mecs au bord du stade en train de faire des photos, ils savent ce que je veux dire. Énormément de photos. Donc 300 000 photos prévues sur l'obturateur, je pense que c'est nickel. Hein. Les contres. Alors, les contres. Un petit contre que j'ai dit avant, c'est que le casque, si tu veux utiliser, il faut que ça soit sur le port USB. Et un autre contre qui est un contre injuste de ma part. Injuste de ma part, mais je vais parler de mes sensations. Moi, quand j'ai analysé le XT3, beaucoup de gens me disaient « Alors, tu passerais chez Fuji ?» Je dis « Tant qu'ils n'ont pas un stabilisateur, je sais pas, hein, tu vois, de toute façon, moi je ne suis pas de sauter d'une marque à l'autre, hein, ok. Mais j'attendais vraiment le stabilisateur. Et le stabilisateur, moi, à mon avis, si je suis objectif, et je le compare à lui-même, il est excellent, il est très bon, très bien. Mais si je le compare avec ce que j'ai moi, eh bien, je suis déçu. Je suis déçu parce que moi, j'attendais vraiment l'impression de te promener sur un rail, tu vois, comme un gimbal. Ça veut dire que le mec qui veut faire de la vidéo, qui va tenir à main levée, mais sans se déplacer, le stabilisateur va être plus que suffisant. Il va être très bien, tu vois. Mais si ton idée c'était de marcher, par exemple je parlais de mariage, marcher devant les mariés ou derrière eux et suivre derrière, non, ça ne va pas y faire. Tu vas avoir besoin d'un gimbal de toute façon parce que l'image, alors sauf si tu veux donner l'aspect que tu marches, hein, mais de toute façon tu vas avoir besoin d'un gimbal de toute façon. Alors c'est vrai, il faut être juste aussi, hein. Un capteur micro 4 tiers est beaucoup plus facile à stabiliser parce qu'il est petit qu'un capteur plus grand, un APS-C ou un full frame. C'est vrai aussi, mais moi j'attendais vraiment un truc beaucoup plus costaud au niveau de la stabilisation. Alors la question, est-ce que ça vaut le coup de passer d'un XT3 à un XT4? Eh bien je dirais oui et non. D'abord, c'est compliqué de faire des nouveaux modèles qui apportent beaucoup quand celui qui existe apporte déjà énormément. Donc le XT3 apportait déjà énormément. Donc améliorer, c'était compliqué d'améliorer. Alors évidemment, si l'écran comme ça, pour faire du vlogging, tout comme ça t'intéresse, bah oui, c'est un plus. Et si la stabilisation pour des photos, tu fais beaucoup de photos en basse lumière, oui, à mon avis, c'est un plus parce qu'elle est quand même pas mal, tu vois. Si tu as fait une utilisation vraiment intensive, et tu penses qu'en 2 ans, tu vas flinguer tes 150 000 coups de photos, ben, ça vaut peut-être le coup un obturateur qui soit plus solide, qui dure 300 000. Alors attention, petite parenthèse,
les obturateurs, quand ils disent 150 ou 300 000, ça ne veut pas dire qu'ils meurent à cette date. Hein. Il y en a qui peuvent mourir avant ou beaucoup plus tard. Simplement, c'est une estimation, une espérance de vie. En général, quand ils disent que ça va faire 300 000, pratiquement sûr, ça passe les 300 000. Mais il peut y avoir, pour des raisons diverses, de la poussière qui rentrait dedans, qui a abîmé, usé l'obturateur, truc comme ça peut durer moins. Ou quelquefois, il y en a qui font 500 000 sur un obturateur qui était prévu pour 100 000. Donc, bon, voilà. Mais enfin, bon. Est-ce que ça vaut le coup d'en changer? Ben, moi, je pense que si tu es sur un XT2, oui. Si tu n'as aucun Fuji et que tu peux te permettre de sauter directement au XT4, oui, ça vaut le coup. Si tu as un XT3, à mon avis, si tu as vraiment besoin des 2-3 trucs nouveaux améliorés, bah oui, mais sinon, je pense que ça vaut pas le coup. C'est beaucoup d'argent en plus. Et je pense que la stabilisation, par exemple, si tu as des objectifs stabilisés sur un XT3, moi je ne sais pas, même si ça ne fait pas les 6,5 stops, hein, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de laisser ton XT3 pour passer à un XT4, tu vois. Moi j'y penserais vraiment, je pense que, je sais pas, moi personnellement je ne le ferais pas, tu vois, si j'avais un XT3. Quoi. Mais si j'avais rien, oui, j'attaquerais directement sur le XT4. Voilà. Sincèrement, moi je pense qu'actuellement c'est le meilleur appareil photo APS-C du marché. On compare avec quoi? Avec les mirrorless ou avec les réflexes? De tous. C'est-à-dire je compare réflexe mirrorless, pour moi c'est probablement actuellement le meilleur APS-C du marché sans aucun doute. Et bien voilà, je sais que c'était un petit peu long. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup à Photosolar de m'avoir prêté l'appareil photo. Et si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Dessous, je te laisse aussi des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Prends soin de toi, la bête circule encore. Allez, ok. Allez, à bientôt, ciao.